Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Sarah Estève, une bubbleuse bien connue de la communauté no-code, qui est à l'origine de la Bubble Week, qui a eu lieu il y a quelques semaines à Barcelone, à côté de Barcelone en tout cas. Un super événement, incroyable, vous avez sûrement vu passer des photos sur Twitter, tout le monde avait envie d'y être. Et donc forcément, vous vous en doutez, j'ai voulu en savoir plus, savoir toutes les coulisses de l'organisation d'un tel projet qui lui a pris quand même 1 an de travail. Et je la remercie d'avoir pris encore 1 heure de plus pour ça, pour en débriefer ensemble. Un super épisode, je vous laisse tout de suite avec la conversation. Salut Sarah, bienvenue sur le podcast de Contournement. Merci de prendre le temps d'échanger un petit peu avec moi. Ça fait quelques temps qu'on se croise dans la communauté no-code. Voilà, tu es un membre active, notamment de la communauté Bubble. Et tu as organisé donc la Bubble House 2023 qui a eu lieu il y a quelques semaines, même vous êtes revenu il y a 1 semaine, je crois, quelque chose comme ça. Donc tout Même récent. pas, ouais, on est revenu vendredi dernier. Voilà. Ah ouais, voilà, c'est comme ça, c'était vraiment le but prendre ça frais pour avoir vraiment les ressentis tout de suite. Voilà, donc on va parler de ça, on va parler un petit peu de ton parcours, on va parler de ce que tu fais, notamment avec Bubble, et puis de ce projet-là qui est très chouette et où je suis vraiment très curieux que tu nous en dises un peu plus, comment ça s'est passé. J'ai vu plein de photos passer sur Twitter et tout, donc c'était chouette, ça avait l'air d'être un grand moment. Il y a eu des petites surprises et tout, je vais pas tout dévoiler, je vais te laisser te raconter tout ça. Voilà, écoute, pour bien commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter tout simplement. Bah écoute Alexis, tout d'abord merci de m'avoir invité, c'est très sympa, je suis flatté et honoré. Je m'appelle Sarah Estève, j'ai passé ma vie à être entrepreneur et depuis 3 ans, je me suis reconvertie en développeuse Bubble. Donc j'ai décidé de me spécialiser sur cette technologie-là. Pour plusieurs raisons, notamment son ancienneté, le fait qu'elle soit basée aux US, qu'il y ait un cofondateur français et que c'est un outil qui permet d'aller très, très loin. Donc je suis très heureuse d'avoir changé de job. C'est plus c'est plus le même métier, Ouais. heu et donc voilà, je suis contente de cette nouvelle vie, on va dire. Par curiosité, c'est quoi un petit peu ton background, enfin dans quoi est-ce que tu as entrepris, et notamment aussi, est-ce que tu étais déjà un peu dans le numérique? Est-ce que tu avais des compétences un peu techniques ou rien à voir? Ouais, moi j'ai commencé très tôt dans l'informatique. Déjà, je montais, démontais des ordinateurs quand j'étais ado, mais ça, OK. ça remonte. Enfin, c'était vraiment les prémices de l'informatique, hein, parce que moi je suis né en 80, donc voilà. Et du coup, ben, j'ai toujours voulu être entrepreneur parce que j'avais vu des entrepreneurs dans des émissions et c'était ça que j'avais envie de faire. Donc j'ai pas fait d'études et j'ai fait ça directement dès que j'ai eu 18 ans. Et donc j'ai entrepris surtout dans l'informatique, dans le web. Donc un premier projet sur dépannage informatique à domicile à l'époque où ça n'existait pas encore. J'étais une des premières à le faire et puis après dans diverses startups que j'ai créées ou co-créées, on va dire, sur des sujets, on va dire, plus ou moins techniques, notamment Dehors les petits.fr qui était un guide à destination des parents pour trouver des activités à faire en famille et ensuite des outils, on va dire, pour les développeurs, voilà, pour améliorer la productivité des développeurs. Voilà. OK. Non, c'est intéressant, c'est pas, je suis presque «surpris» entre guillemets, c'est assez rare finalement tu vois, quand j'interviewe les gens de la communauté no code, d'avoir un parcours qui commence, tu vois, et qui a, dans la technique, en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent de trucs qui ont rien à voir, et c'est Bien cool sûr. aussi tu vois, de voir vraiment tous les chemins, parce que je pense que ça impacte aussi probablement la manière dont tu appréhendes les outils, ce que tu en fais et tout, mais justement, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Bien sûr. Comment t'as découvert Bubble? Est-ce que c'était justement dans le cadre de quelque chose où tu entreprenais, ou est-ce que... Ça faisait pas mal de temps que je me disais qu'il fallait que j'arrête d'entreprendre. Mais quand tu es dans le flow du truc, tu voilà, tu as du mal un petit peu à en sortir et quand tu es entrepreneur, c'est un peu maladif, on va dire. Sauf que quand il y a eu la pandémie de Covid, j'ai eu le temps de poser mon cerveau à côté de ma tête, de réfléchir et d'avoir le temps de m'ennuyer, ce que j'avais jamais fait dans ma vie. Mmh. Et j'ai divagué sur Twitter, je suis tombé sur Glide OK. et je l'ai pris en main et moi en tant qu'entrepreneur dans la tech,
je me suis dit: «Oh, je suis en train de créer moi-même une application, j'ai pas besoin de développeur, mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai trouvé ça génial et du coup, je me suis dit: «Ah, c'est quoi ce truc le no-code?» Donc j'ai commencé à fouiller, à regarder, et je tombe sur une vidéo de Thibaut, d'Otto et je le vois faire, le pitre en expliquant ce que c'est Bubble et là, je me dis: «OK, il faut que je creuse ce truc» et je regarde, j'essaye et je me dis: «Waouh, waouh, waouh, il faut que je fasse ça». Voilà et c'est comme ça que j'en suis arrivé à devenir développeuse Bubble. OK, donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément le parcours le plus commun, tu vois? Moi, j'ai l'impression et notamment dans les bootcamps d'auto, qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont appris Bubble parce qu'ils avaient déjà un projet en tête, alors que toi, j'ai l'impression que tu t'es dit: «Bah, je vais apprendre Bubble pour apprendre Bubble, quoi» et après, est-ce que tu savais déjà que tu allais, faire de la prestation? Enfin, tu vois, du freelance, enfin, ces choses-là? Ou est-ce que tu t'es dit: «Bon, peut-être ça va m'aider à pour ma prochaine entreprise», par exemple? Non, c'était vraiment dans l'objectif de changer de métier. Je me suis dit, OK. je sais, qu'il y a de la demande sur le développement, puisque moi-même étant entrepreneur et je gère un petit peu dans les incubateurs, tout ça, je sais très bien que cette demande, Mmh. de développer des applications, quelles qu'elles soient, est omniprésente et que, bah, il y a pas, l'offre en face et je me suis dit: «Bah, je vais pas avoir de mal à trouver de clients, sur cette branche-là, quoi», on va dire. J'avais fait un peu de conseils avant sur de la stratégie, et c'est vrai que sur le conseil, c'est la guerre, quoi, hein. Il y a beaucoup de monde et c'est difficile de trouver du business. Tandis que là, sur le développement, je partais sereine, on va dire. Et bah, c'est intéressant justement, on peut un petit peu, parler de ça. En plus, je sais qu'à une époque aussi, tu étais assez porté justement sur le fait d'aider les freelances à se lancer et tout. Enfin, vous aviez une petite, communauté, il y avait pas mal de sujets autour de ça. Toi, comment ça s'est passé pour toi justement de te lancer à ton compte, tu vois, en tant que développeuse Bubble? Bah, après, j'étais déjà à mon compte depuis très longtemps, Ouais. où je faisais du conseil en stratégie entrepreneuriale notamment ou en stratégie commerciale. Mais là, sur, la partie, bah, développement, j'avais déjà pas mal de, on va dire, de notions de comment mener à bien un projet informatique. Donc je pense que ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. Et du coup, j'ai pas eu de difficultés particulières quand j'ai démarré. Ça s'est fait vraiment tout seul, c'était assez smooth donc C'est intéressant parce que tu vois, tu as souligné un peu des choses qui, je trouve, des fois manquent aux gens qui sont trop focalisés sur la technique. C'est, ce côté, enfin, je le répète souvent dans mes podcasts, mais parce que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui privilégient trop la technique dans les outils, notamment no code, et qui oublient le côté gestion de projet, cadrage, et toutes ces choses-là. Mais donc toi, tu les avais déjà d'avant, quoi. oui et puis c'était surtout aussi, un des sujets d'une de mes précédentes startups donc voilà, j'avais vraiment des concepts, on va dire qui m'ont aidé, à démarrer. Et c'était vraiment un avantage. J'ai eu beaucoup d'associés ou d'employés, développeurs ou Mmh. CTO et 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 ces personnes techniques sont souvent très, très pédagogues, et j'ai appris énormément avec tous ces gens-là. Donc j'en ai vraiment retiré ce bénéfice, même si toutes mes boîtes n'ont pas marché, de maîtriser cette partie-là et que j'ai essayé de transmettre à, comme tu l'as dit, à d'autres personnes, dans la communauté, parce que c'est un sujet que je maîtrise, et j'avais envie de d'aider un peu les freelances à on va dire, à savoir s'organiser pour pouvoir travailler, quoi. Parce que c'est pas tout, comme Mmh. tu dis, de développer. Voilà. Ouais, carrément et par curiosité, enfin, c'est quoi un peu peut-être tes conseils ou tes astuces, tu vois, notamment pour trouver des clients aussi? Tu vois? Parce que c'est pas évident quand on démarre, Ben, je pense que c'est le réseau qui est le plus important, donc savoir, se faire connaître dans la communauté déjà, c'est un premier temps. Savoir montrer ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que tu peux connaître beaucoup de gens, si les gens ne sont pas sûrs de toi, ils vont pas te recommander parce qu'ils prendront pas le risque en fait de proposer à quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Voilà, en gros c'est ça. Donc je pense qu'il faut, peut-être s'intégrer, à des projets existants. Je sais qu'il y a par exemple No Code for Good, des choses comme ça. Donc voilà, essayer de s'intégrer à la communauté d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur le forum à poser des questions, mais aussi à y répondre à des mmh, questions, sur le Slack No Code France, également, ou sur, le Discord de Otto. le forum de Heu, Bubble, tu veux dire? ouais,
Oui, le forum de Bubble, exact, oui, Ouais. tout à fait. Non, mais j'imagine que pour toi, le forum, ça Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, ouais. j'ai oublié de Non, préciser. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment travailler son réseau. Si on a envie de trouver des clients, le plus important, c'est travailler son réseau, peut-être se rapprocher des incubateurs qui sont souvent en demande, hein, puisqu'ils ont beaucoup d'entrepreneurs qui les sollicitent pour les accompagner dans la création, dans leur stratégie de création d'entreprise, mais qui ont toujours ce besoin technique. Et je trouve que le no-code, moi en tant qu'entrepreneur en tout cas, c'est vraiment salvateur le no-code. Parce que sinon, avant, tu étais forcément confronté à des coûts mirobolants. Et forcément, quand tu entreprends, bah, tu pas un budget mirobolant. Mmh, c'est clair. Donc, le no-code est génial pour ça parce qu'avec un petit budget, tu peux quand même te faire un minimum viable product, c'est-à-dire un produit d'essai, on va dire, pour aller tester ton marché et voir si ça peut fonctionner sans y mettre 50 000 euros, quoi. Ouais, carrément. Et alors, c'est quoi justement un petit peu les types de clients que tu accompagnes et un peu et les projets aussi, enfin, du coup, enfin, que tu réalises? Donc, plutôt deux types de clients. Clients, on va dire, en famille de clients, ça va être plutôt les TPE, donc petites et moyennes, très petites entreprises, on va dire même plus que TPE, que PME. Donc ça va être soit des gens qui ont déjà une boîte existante et qui ont besoin de digitaliser leur organisation. Donc, je m'explique un petit peu plus simplement. Mmh. Je travaille avec des classeurs papier, avec des outils sur Excel à droite, avec un logiciel que j'ai où je suis abonné ou que j'ai acheté à gauche. Et à un moment donné, ben, je recoupe rien de mes informations parce que tout est dans tous les sens. Et j'ai envie d'un seul outil qui intègre tous mes processus internes de gestion, de mes salariés, de mes clients, que sais-je, ma logistique, etc. Et donc, voilà, c'est ça la digitalisation qui va permettre en fait à ces entreprises d'être beaucoup plus productifs et plus efficaces parce qu'au lieu de passer du temps à faire de la gestion de classeurs, de papier, de machin à droite à gauche, ils vont beaucoup plus vite en utilisant un seul outil. Et en plus, ça leur permet, si tu veux, de sortir de la data, de voir où ils sont rentables, où ils sont pas rentables, voilà, d'extraire beaucoup de données. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est que ça les aidait vraiment dans leur business, au-delà de leur faire gagner du temps. Donc premier type de client. Et puis deuxième type de client, c'est plutôt, on va dire entre guillemets, start-up, c'est-à-dire des gens qui ont une idée d'entreprise et qui vont vouloir la mettre en œuvre à travers un logiciel. La plupart du temps, des gens qui sont issus du secteur dans lequel ils créent leur entreprise, c'est ce qui marche le mieux d'ailleurs, hein. C'est vrai que si tu es Mmh. électricien et que sous ta douche, tu te dis ah ouais, je créerais bien un logiciel pour l'éducation des enfants. Je suis pas sûr que ça marche parce que tu connais pas bien le secteur, mais tout ce que j'ai constaté dans ma vie entrepreneuriale, c'est que les gens qui entreprennent dans un secteur où ils bossent, où ils ont déjà des opportunités de business, ils ont Mmh. détecté un besoin et c'est à ce besoin auquel ils veulent répondre. Généralement, c'est des trucs qui fonctionnent. Ouais, c'est clair et du coup, il manque que la partie, le produit en tant que tel, enfin, à coder, mais tout ce qui va autour, ça, c'est intéressant comme remarque ce que tu dis. C'est un truc aussi où il y a un peu, je trouve, ce mythe de l'entrepreneur, tout le monde peut faire n'importe quoi, mais c'est quand même autant faire un produit ou quelque chose dans un secteur qu'on connaît, quoi. On peut Surtout pour la partie business, j'ai envie de te dire. Parce que du coup, tu as déjà ton réseau, tu as déjà tes clients, les gens te connaissent, te font confiance, et donc ça va beaucoup plus vite que moi. Pour avoir entrepris dans des secteurs qui n'étaient pas les miens, je me suis confronté à de beaux murs. mmh. Voilà, et donc bon, il faut apprendre, hein. C'est le temps qui nous fait apprendre. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois, entre ces 2 catégories que tu évoques qui sont finalement un peu les 2 grands pans du no-code, hein, comme enfin nous on aime bien, justement faire aussi cette même dissociation, c'est-à-dire le côté, nous, ce qu'on appelle plus les ops et qui du coup, je trouve que ne doit pas être rattaché à un outil parce que c'est vrai que nous on a cette vision chez Contournement, on parle tout le temps de Zapier, Make, Airtable, machin pour, faire cette digitalisation comme tu dis. Mais en fait, Bubble est un outil qui est tout à fait adéquat pour ça aussi. C'est pas du tout une question d'outil, tu vois. Et des fois, c'est un truc où je trouve, c'est une discussion que j'ai des fois avec Erwan, où on s'est un peu, je trouve, enlisé dans ce truc de l'approche modulaire, c'est pour les ops, l'approche un peu intégrée avec Bubble, c'est plutôt pour faire des produits, alors que très franchement, en fait, c'est les outils, ça n'a pas de rapport, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont on les fait, combiner plein d'outils ou alors en utiliser qu'un, et on peut faire ça au service, tu dis, tu vois, des entreprises à mieux bosser et tout, ou alors aider à lancer des produits, quoi. Et ça n'empêche pas d'utiliser d'autres outils, hein. Moi, j'utilise régulièrement Make, par exemple. Ouais.
Ouais, ça m'étonne pas d'ailleurs. Ouais, ça paraît, c'est quand même, j'ai l'impression, un truc où, enfin, Bubble est très bien pour se connecter à différents outils, faire des workflows, mais le côté un peu, enfin, c'est quand même assez pratique d'avoir des automatisations pour compléter Bubble, quoi. Alors, pas forcément pour les automatisations, mais plutôt pour des choses qui sont trop, on va dire, complexes à faire ou pas faisables du tout dans Bubble. Donc, Ok. je sais pas, typiquement, des formulaires qui sont remplis sur Facebook, je t'explique pas la galère pour aller les connecter directement à Bubble, alors que quand tu passes par Make, c'est assez facile. En tout cas, par rapport à ce qu'on devrait faire dans Bubble, c'est beaucoup plus simple. Donc, des fois, il faut réfléchir aussi ROI, c'est-à-dire retour sur investissement et se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse ça plus rapidement, ça coûtera moins cher à mon client plutôt que d'y passer trop de temps et que ça lui coûte plus cher pour le même résultat finalement. Ouais, non, carrément. Et donc c'est intéressant parce que les gens qui entreprennent, que tu accompagnes, quelque part, tu les accompagnes sur la partie technique, mais en ayant aussi ce background d'entrepreneur, t'as aussi, j'imagine, enfin, une meilleure compréhension de leur business, un peu de ce qu'ils essayent de faire, quoi. Oui, je pense que c'est aussi ce qui leur plaît chez moi. J'apporte aussi cette espèce de conseil, on va dire, sur quelle stratégie adopter face à ses utilisateurs, face au marché, face à des concurrents. Et du coup, je pose beaucoup de questions et c'est souvent ce que je dis aux personnes qui apprennent Bubble. Le bon développeur, c'est celui qui va poser des questions et pas que des questions techniques. C'est aussi poser des questions sur comment les utilisateurs vont appréhender telle ou telle fonctionnalité. Est-ce qu'on devrait plutôt pas faire comme ci, plutôt pas faire comme ça? Quel impact sur ci, quel impact sur ça? Donc pour moi, le bon développeur, il pose énormément de questions. Il fait pas juste ce qu'on lui demande. Et souvent, je vais avoir aussi une approche business en disant OK, so what, tu veux faire cette feature-là, en parlant à mon client, tu veux faire cette fonctionnalité supplémentaire, d'accord, mais est-ce que c'est tes utilisateurs qui la demandent ou est-ce que c'est toi qui as envie de l'implémenter? Et est-ce que si on la développe, et qu'on y passe un certain temps, est-ce que tu vas pouvoir la vendre en plus ou est-ce que ça va t'apporter de nouveaux clients? Donc je pense que cette approche leur plaît aussi car, ils sont souvent quand tu es entrepreneur, tu es souvent isolé même si tu es accompagné, mais tu ce qui me plaît aussi dans ce métier-là, c'est que j'ai pas vraiment quitté mes bottes d'entrepreneur parce que je Mmh. partage quand même cette aventure un petit peu avec eux. Quand ils ont des succès, bah, ils me le disent, ils sont contents de me le dire, voilà, je j'ai de la joie avec eux et quand il y a des galères, bah, je suis là aussi pour le partager donc quelque part, j'entreprends toujours avec eux, mais c'est pas moi qui prends les risques. Ouais, ça c'est très bien. C'est-à-dire, toi, t'es payé dans tous les cas, de toute façon. Voilà, bah, avant c'était moi qui payais les prestataires et maintenant c'est moi qui me fais payer donc moi je ne peux que dire que je suis dans une bonne situation. Ouais, ouais, non, mais c'est super, ouais. Franchement, c'est important de le dire. Et je pense qu'il y a un truc aussi dans ce que tu dis qui est intéressant, c'est qu'il faut pas sous-estimer, je pense, à quel point quand même beaucoup d'entrepreneurs ne maîtrisent pas des concepts un peu comme le Lean Startup. Tu parlais tout à l'heure de MVP, toutes ces choses, des approches très itératives, ne pas faire des usines à gaz, mais bien interroger ses utilisateurs et tout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose typiquement qu'un prestataire, enfin qu'un freelance, Bubble ou même produit peut aussi vachement apporter en plus de la technique, quoi. Je trouve, c'est Bah, quand disons même. qu'il faut toujours être en garde-fou parce que quand tu es entrepreneur, je le sais parce que je l'ai fait, hein, tu as toujours envie que le truc il fasse le petit-déj, le goûter du matin, la salade de Hmm. midi, le petit 4 heures, la soupe du soir et puis la petite tisane. Et en fait, non, parce que tes utilisateurs, ça se trouve, ils veulent juste déjeuner à midi. Et arrêtons-nous là. Ça sert à rien d'en mettre des caisses. Voilà. Ah ouais, non, c'est clair. Ah non, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, bah, dis-nous un peu comment ça t'a amené à réunir un petit peu des bubbleurs dans une maison. Alors, sachant que cette année, c'était pas la première, il y a eu une première fois l'année dernière. Voilà, comment est-ce que c'est né un petit peu ce concept? Bah, écoute, moi j'ai toujours aimé l'événementiel, organiser des trucs, même quand c'est avec mes potes, c'est généralement moi qui Hmm. qui qui dynamise le truc et c'est vrai que l'an dernier, je m'étais dit: «Ah ouais, ça pourrait être cool, de se regrouper un peu, de se rencontrer». Parce que c'est vrai que, même toi et moi, hein, enfin, on se croise sur les forums, les Slack, les machins, les trucs, quelquefois vite fait dans un meet-up, mais
c'est toujours, tu vois, assez furtif et on n'a pas le temps de se connaître. Mmh. Et l'idée de ce co-living, donc il y en a eu un qui a eu lieu l'an dernier en mai à Montpellier, c'était de se dire, OK, on passe quelques jours ensemble et on va faire un co-living, c'est-à-dire qu'on va vivre et travailler ensemble pendant 4 jours. Et comme ça va nous laisser le temps de nous connaître. Et donc, j'ai proposé à qui voulait de venir à Montpellier pour partager quelques jours ensemble. Et puis, on était une douzaine. On a loué deux grands appartes à Montpellier. Et puis, voilà, on s'est fait 5 jours, je crois que c'était tous ensemble. Ça nous a permis, on mangeait ensemble, on petit déjeunait ensemble, on coworkait, on s'entraidait, on se faisait des petites masterclass. On allait faire les courses ensemble, on était faire des restos, on était allé boire un coup. Et là, tu as le temps. Tu as le temps de découvrir Mmh. l'autre. Tu as le temps de te connaître. Et c'est très rigolo parce qu'il y a un phénomène qui a eu lieu l'an dernier et même cette année, c'est que tu voyais les gens d'une certaine façon, parce que c'était digital et que tu les voyais derrière un profil Twitter ou que sais-je. Et quand tu les rencontres en vrai, ils sont complètement différents de ce que tu avais imaginé. Et c'est super parce que tu fais de très belles rencontres qui perdurent dans le temps. Ça donne lieu généralement aussi à des collaborations professionnelles Mmh. et tu apprends aussi beaucoup des autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, sur la première édition, par exemple, les gens, quand ils sont venus, est-ce qu'ils avaient prévu de dédier leur temps, tu vois, à faire du bubble, on va dire, ensemble? Ou est-ce qu'ils passaient la journée à faire leur boulot et après il y avait des temps d'échange, tu vois, en plus? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils avaient un peu C'était un peu dit: «Bon, OK, on se met un peu en mode vacances», mais pour justement vraiment profiter du moment? Ou est-ce que, c'était plus, bon, bah, on est là, on est en co-living, on travaille et puis il y aura des petits temps d'échange? Alors c'est un peu ce qui a varié, de celle de l'an dernier à celle de cette année. C'est que l'an dernier, on était vraiment tous focus sur le boulot. Mmh. Mais on a eu quand même des temps hors boulot, c'est-à-dire le soir ou entre midi et 2 ou le matin où, on faisait des trucs en commun et on apprenait à se connaître et voilà, on avait des activités collectives, on va dire. Cette année, sur le co-living qui a eu lieu en Espagne la semaine dernière, c'était un peu différent. Il y en a qui étaient venus totalement, en mode vacances, qui s'étaient dit: «Bon, moi cette semaine, je respire et je prends le temps de profiter». Et puis tu en avais par contre qui étaient, boulot non-stop et qui partageaient, les temps collectifs, aussi, tu vois? Et d'autres qui étaient, mi-figue mi-raisin et qui travacançaient, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire Ouais, voilà, ils étaient, mi-vacances, mi-travail. Donc voilà, il y avait un peu de tout pour cette année. Mais l'an dernier, on était plus focus boulot quand même. d'accord. Ah non, c'est intéressant. Alors du coup, est-ce que tu t'étais dit, parce que justement j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, parce que je sais que ça fait très longtemps que tu commencé à organiser justement l'édition de cette année. Est-ce que justement enfin, qu'est-ce que tu vois, tu t'étais dit, suite à la première, un peu ce que tu avais appris, que tu as voulu changer, quoi? Notamment sur les activités, avoir des temps d'échange, tout ça, enfin un petit peu, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, dès qu'on a fini le co-living, c'est là où j'ai eu le petit tilt et je me suis dit: «Il faut absolument, j'ai trop envie d'en faire un international. J'ai trop envie qu'on soit beaucoup plus nombreux et qu'il y a des gens de toutes les nationalités et parce que là, cette édition était super cool, mais je pense que si, on fait un truc international et plus grand, ça va être encore plus sympa et encore plus riche. Et du coup, donc c'était fin mi-mai, je crois, je me suis mis de suite à chercher une grande baraque, en Espagne, pour qu'on puisse tous se réunir. Donc j'ai choisi un lieu qui soit facilement accessible en fait. Donc l'an dernier, j'avais choisi Montpellier parce que si tu viens de Paris ou d'ailleurs, tu arrives très facilement à Mmh. Montpellier, hein, en moins de 3 heures, enfin 3 heures, 3 heures et demie. Et là, j'ai choisi Gérone parce que tu as l'aéroport Ryanair juste à côté. Donc ça permet à des gens de toute l'Europe de venir, très facilement et pour que dalle. Et tu as l'aéroport de Barcelone qui est à 1 heure et donc pareil, si tu viens d'étranger, tu peux arriver à Barcelone. Les vols sont, assez, cheap pour Barcelone comparé à des vols qu'on aurait pu avoir pour Paris et idem, je savais que les locations seraient beaucoup moins chères en Espagne qu'en France. La maison qu'on a louée faisait 700 m². En Espagne, on aurait voulu louer ça, dans le sud de la France, ça aurait pas été du tout sur les mêmes budgets. Ouais, tu m'étonnes. Et donc voilà et donc je me suis chauffé pour le faire et puis, j'ai trouvé une maison très chouette assez rapidement.
J'ai payé la réservation et puis je me suis dit bon, au pire si personne vient, j'inviterai mes potes. J'aurais pas, j'aurais perdu un peu d'argent, mais on aura une grande maison pour faire la fête. Ouais, parce que c'est quand même une maison pour 30-40 personnes, non, si je C'est dis pas de ça, bêtises. Ouais. exactement. Ouais, c'est une maison pour 30 personnes. Et en fait, bon, très rapidement, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, qui me connaissaient déjà. Soit on avait fait le Colvin ensemble, soit on avait fait des meet-ups, soit ils me connaissaient des réseaux sociaux, etc. Donc il y a la confiance aidant, ils se sont inscrits. Et puis je sais pas, petit à petit, il y a des trucs qui se sont débloqués où bah il y a d'autres personnes que je connaissais aussi, mais qui étaient étrangers, qui ont commencé à s'inscrire, bah, notamment des gens qui étaient un petit peu connus dans la communauté de Bubble, comme Pablo, comme Joe, comme Gregory John. Donc voilà, pas mal de gens en fait qui sont assez présents sur les réseaux sociaux et qui sont assez leaders dans la communauté. Je pense ils se sont dit ah bah tiens c'est l'occasion de rencontrer physiquement les autres et d'avoir le temps de se connaître. Au-delà d'un événement style conférence ou autre chose quoi. Ouais, carrément. Et alors, petite question par curiosité, justement, par exemple, les gens que tu citais là, euh, c'est pas toi qui allais les chercher, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vu passer le truc sur les réseaux, enfin, c'est-à-dire que le buzz. Ah oui, oui, je suis pas du tout allé les chercher, ceux Ok. qui se sont inscrits. Après, je les connaissais virtuellement, j'ai envie de te dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui j'ai pas trop peur d'aller contacter les gens, ça me dérange pas. Et donc moi, j'écris à tout le monde. Donc quand j'ai fait le Flex Camp de Gregory John, j'arrêtais pas de lui écrire en perso, même Hmm. avant. Et puis j'écris à tout le monde, moi, tu vois. Donc je parle aux gens, qu'importe, j'ai pas de filtre là-dessus. Donc on se connaissait plus ou moins parce que bah, je leur écrivais déjà, etc. Donc je pense que quand ils ont vu le truc, ils étaient plus ou moins en confiance parce que ça faisait quand même 1 an ou 2 ans que Bien je leur sûr. écrivais, que je leur parlais. Donc ils savaient que c'était pas un scam, quoi, en gros. Enfin, que c'était pas une Ouais, ouais. arnaque, pardon. Non, mais c'est génial, hein, franchement. Ouais, enfin, c'est effectivement ce côté conscience, mais confiance est important, mais tu vois, même mine de rien, tu vois, le côté diffusion, on va dire, de l'information. Alors après, c'est ça qui est bien dans une communauté un petit peu comme Bubble, où un petit peu tout le monde se connaît, et puis il y a un truc un peu d'effervescence, mais tu vois, c'est quand même pas évident. Enfin, tu vois, nous aussi, on a organisé pas mal d'événements et tout, et je sais que c'est pas forcément facile de faire venir les gens. Déjà, des fois, même quand tu les contactes, tu leur préviens, etc. Donc je trouve ça cool, ça veut dire quelque chose. Je pense que vraiment le modèle, et je pense que la manière dont tu l'as fait, ça c'est quand même aussi assez remarquable, le fait d'avoir pris la maison. Tu vois, parce que souvent je trouve qu'en Oui, termes de logistique, c'est souvent ça qui est compliqué. Enfin, nous on l'a vécu plein de fois là, avec les no code house et tout. C'est-à-dire que tant que nous on pouvait pas, on voulait pas en tout cas avancer l'argent, et tant qu'on n'avait pas les gens, bah on pouvait pas prendre l'appartement. Tant que t'as pas l'appartement, tu peux pas vraiment dire aux gens quand ça va être et bien tout. sûr. Et alors, franchement, c'est une galère logistique de ouf, quoi. Bah écoute, c'est le côté entrepreneur. Moi, je saute à l'eau et puis on Non, bah c'est verra. super, hein. Voilà. Et il y avait le risque de quoi? De perdre une petite somme d'argent. Mais bon, je me disais, au pire, ça se réutilisera avec des potes. On improvisera un truc, on Ouais, verra. Mais, ouais. mais en fait, j'étais pas vraiment inquiète. J'étais confiante parce que je savais que ça allait être un truc qui allait plaire aux gens, qu'ils allaient kiffer. Donc, je me suis pas vraiment inquiétée sur ce sujet-là. Par Bien contre, sûr. voilà, ce qui a été très cool, c'est d'avoir des gens de différents pays parce qu'on avait Mmh. des Français au début, donc j'ai eu beaucoup de Français inscrits. Après, j'ai ralenti un peu ma com sur la France parce que je me dis on va se retrouver qu'avec des Français. Mmh. Et au final, on a eu des gens d'Espagne, on a eu des gens de Lituanie, on a des gens de Géorgie, d'Angleterre, on a eu des gens d'Allemagne, on a une personne qui est venue du Mexique. OK. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de co-living l'an dernier, direct, j'ai écrit à Emmanuel et j'ai dit: «Écoute, Emmanuel», donc pour, donner l'info, Emmanuel Strachnov, le cofondateur de Bubble. Mmh. Et donc je lui ai fait un petit message, je dis: «Écoute, j'organise ce truc, est-ce que tu as envie de sponsor?» Il m'a dit: «Écoute, c'est un peu tôt pour nous, bah, réécris-moi un petit peu plus tard et on verra, comment on fait le truc». Et effectivement, je lui ai réécrit plus tard et ils ont totalement adhéré à la démarche puisqu'ils nous ont envoyé Madeleine, qui est la responsable de la communauté Bubble, Mmh. et aussi Sam et Andrew, qui sont 2 développeurs Bubble qui s'occupent de la partie Bubble dans le sens l'interface Bubble. Et donc ils sont venus tous les trois enfin Madeleine est venue de Los Angeles et Sam et Andrew sont venus de New York pour passer la semaine avec nous. Donc ça, c'était vraiment ultra cool aussi qu'ils s'impliquent comme ça. Ils ont acheté des goodies, ils ont payé le caméraman pour faire des vidéos. Donc il y aura bientôt des vidéos qui vont sortir de la semaine de co-living.
Donc voilà, donc c'était vraiment chouette qu'ils s'impliquent comme ça dans cet événement. Et puis de façon très très soft, très simple, pas de prise de tête. Ils ont pas demandé, ils t'ont pas, je sais pas comment dire, tu vois, ils auraient pu te demander qu'il y ait certains trucs qui se passent, je sais pas, des présentations, des trucs que t'aurais pas, tu vois, que t'avais pas forcément envie. Non, non, pas du tout. C'était franchement, tout était d'un commun accord et ils ont rien imposé du tout, donc c'était plutôt cool. Et c'est eux qui ont donné cette idée de hackathon, parce qu'on a fait un hackathon pendant le co-living, et c'est eux qui en avaient donné l'idée. Et moi, j'étais un peu fatigué, et on a Vincent, qui est aussi un bon acteur de la communauté Bubble, Vincent Guittet, qui a pris le truc en main, qui a dit ok, moi j'organise le hackathon, et puis il a chopé tout le monde, il a créé un groupe WhatsApp, il les a embarqués tous dans le truc, et ça s'est fait, mais tellement organisé comme ça sur le pouce, alors que c'était tellement bien organisé, c'était vraiment vraiment très chouette quoi. Donc Ouais, ouais. C'est vachement bien que les gens contribuent, quoi. ouais, bah écoute, dans cette aventure, j'ai eu donc Vincent qui m'a aidé aussi sur l'organisation, parce que lui, il est basé à Barcelone. Il a été visiter la maison. Je lui ai demandé qu'il aille visiter la maison deux C'est mois cool. avant, parce que je lui ai dit, écoute, si la maison n'existe pas, je suis dans la panade. Donc va voir s'il te plaît si elle existe. Donc il a été la voir. Et il y a aussi Muriel Imbert de la Team Auto qui m'a Bien pas sûr. mal aidé sur l'organisation, en préparant pas mal de choses en amont. Donc voilà, j'ai eu des gens qui sont greffés au truc après coup pour me filer un petit coup de main, et ça, c'était franchement chouette, quoi. Super. Et alors, est-ce que, juste, enfin, avant de passer à la question suivante, mais est-ce qu'il a testé la connexion Internet aussi? Est-ce que vous étiez sûr Oui, que... et Parce que ça, c'est quand même c'est ce hyper qu'il m'a important. dit, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Il m'a dit, par contre, chaud pour la connexion Internet. J'ai dit, et là, j'étais pas bien. Je dis, ah mince. Et du coup, quand on arrivait sur place, effectivement, c'était pas fifou. Donc les gens sont un peu connectés sur leur 4G, etc. Bon, on était vraiment en pleine campagne, donc il y avait pas Ouais, trop de réseau. Et au final, le propriétaire de la maison nous a sorti deux espèces de routeurs, je sais pas où. Et après, bah, tout roulait. Donc ça, c'était vraiment très cool. Mais effectivement, ok. critère numéro un pour le prochain co-living Bubble, c'est la connexion Wi-Fi. Parce que c'était Ah un ouais, beau non. fail là quand même. Ah ouais, non, mais ça, c'est très... Mais après, c'est compliqué de bien gérer une connexion pour 40 personnes. 40 personnes qui vont utiliser des outils qui nécessitent une connexion stable, enfin, de manière intensive. C'est pas évident à gérer, mais c'est vrai que ouais, nous, c'est un problème qu'on a eu aussi dans les no-code apps, quoi. Voilà, bah après Bubble fait pas trop galérer comme ça sur la connexion, mais c'est surtout pour faire des calls quoi, pour faire des appels, des visios. Là, c'était vraiment très Ouais, compliqué. ouais, tout ce dont tu as besoin, enfin, de toute façon, c'est clair. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est cool, c'est le petit point logistique, mais j'étais curieux aussi de savoir ça. Mais alors, parle-nous justement là, enfin, pour revenir un petit peu sur le hackathon, parce que je suis curieux aussi d'en savoir plus, mais même de manière générale sur un peu le planning, où tu disais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient du coup assez dispo, enfin qui vraiment venaient pour passer une semaine en mode bubble, quoi, enfin en mode en tout cas échange et tout. Euh, Est-ce que tu avais prévu des activités? Est-ce qu'il y avait un programme? Est-ce qu'il y avait voilà. Bah écoute, il y avait, j'ai ouvert un calendrier avec un Google Form qui était connecté via Make à un Google Calendar pour justement bah, que chacun puisse poster l'événement qu'il avait envie. Et donc, bah, moi, j'ai commencé un peu le truc. J'ai posté deux masterclass. Enfin, j'ai mis des créneaux pour deux masterclass. Et puis, on avait organisé un petit truc avec Madeleine Ambrose, qui est la responsable de la communauté Bubble aussi, Hmm. le mardi soir. On avait organisé une petite soirée pour la fin du hackathon qu'on n'avait pas préparé. Et du coup, après, c'est les autres personnes sont venues, ils ont posé leur masterclass, ils ont fait leur truc. Voilà, donc il y a eu des sessions l'après-midi où ils se sont organisés pour faire tu sais, quand tu joues au ballon dans la piscine, je sais pas comment ça s'appelle, water polo. Ouais. Il y en a qui ont joué à la pétanque, il y en a qui ont fait des trucs de foot, il y en a qui sont allés se balader à Loré del Mar. Donc voilà, ça s'est fait super naturellement en fait. Chacun c'est un peu Ouais, voilà, je c'est un pense peu que c'est organisé. le mieux de toute façon. Enfin, moi, je suis assez partisan aussi de ce truc un peu organique, parce que sinon, dès que tu fais des trucs pour 40 personnes, déjà de toute façon, tu sais jamais si les gens ils ont vraiment envie de faire le truc ou pas, puis c'est le bordel, quoi. Enfin,
Oui, puis il faut qu'il soit dispo parce que t'as pas toujours dispo, donc t'as peut-être du boulot, t'as peut-être un rendez-vous téléphonique ou vidéo, et donc tu peux peut-être pas. Donc voilà, moi je voulais que ça reste super souple, que les gens puissent proposer leurs propres trucs. Moi, j'organisais globalement le séjour, c'est-à-dire je réservais la maison, j'ai fait la com, j'ai géré toute la partie finance, etc. Mais après, c'était aussi aux gens de se gérer et j'avais pas de doute qu'ils allaient le faire. On est quand même, voilà, tous des adultes. Avec un cerveau bien fait, parce que si tu vas sur Bubble, tu es quand même un peu obligé de l'avoir un peu bien fait. Donc, j'avais pas de doute sur l'intelligence des gens et sur leur capacité à s'autogérer après. Voilà. Donc, on avait pris par contre un cuisinier pour toute la semaine. On a embauché un cuisinier parce que sur la première expérience à Montpellier, déjà pour 12, c'était très très chaud à gérer, faire les courses, faire à manger. On avait fini à faire que des salades bar parce que c'était plus simple entre les gens qui mangent pas de fromage, pas de viande, pas de gluten, pas de trucs. Donc voilà, on avait fait ça. Et là, on a pris carrément un cuistot. Et puis je lui ai dit, écoute, t'en as 200 gluten, 200 viande, 200 machin. Et puis c'est lui qui a organisé les repas, les courses. Et ça nous a vraiment bien aidé, quoi. Ouais, c'est vachement bien. Et du coup, c'était compris dans le prix. C'est toi, tu Voilà, gérais ça. c'était tout inclus. Tout inclus Ça, dans c'est le prix. génial hein, Sauf le trajet, bien entendu. Chacun se débrouillait pour le trajet. ouais. Ah non, c'est super. Et une Et petite juste question. Ouais, pour vas-y. rebondir sur cette partie du prix, c'est que c'était un truc 100% bénévole, quoi. C'était pas du tout dans l'idée de gagner de l'argent, même si j'y ai passé du temps, mais le gain était ailleurs, en fait. Le gain, c'était vraiment qu'on se retrouve, qu'on passe une semaine incroyable ensemble, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense que ma récompense, elle est vraiment là, quoi. Ouais, c'est intéressant comme point parce que je pense que personne, tu vois, de tous les gens qui sont venus ou même de l'extérieur n'aurait été choqué que tu gagnes un peu d'argent avec ça, tu vois. Moi, c'est vrai que je suis très aussi à faire beaucoup des trucs bénévoles, donc. Ouais, je sais bien. Mais je pense que c'est, je sais pas, tu vois. Enfin, c'est vrai que nous là, par exemple, quand on a fait la No Code Week à Barcelone, on a essayé quand même. On n'a pas vraiment gagné d'argent, on n'a même pas amorti notre trajet, mais symboliquement, on va dire qu'on a eu un petit billet, tu vois, juste pour payer une Ouais. partie de l'hébergement, quoi. Bah, écoute, moi, j'ai payé ma part, comme tout le monde, à part égale. Ok. Donc voilà. Et puis, Ouais, et c'est vrai que ça aurait été pour moi le minimum. C'est vrai que ça aurait été que juste au moins t'aies pas à payer toi ta part, ça quoi. me dérange pas. Je gagne ma vie avec le développement sur Bubble et ça me suffit. Voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Non, mais je te pose la question. Je trouve qu'il y a aucun jugement, tu vois. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça beau, tu vois. Même après, moi, le seul truc. Et alors là, je parle pas spécialement par rapport à Bubble, tu vois. Je trouve que les marques dans le no-code, tu vois, les éditeurs. Je me demande. Enfin, c'est une question ouverte, hein, tu vois. Donc je te la pose. Mais est-ce qu'ils profitent pas aussi quand même un peu, tu vois, de ce bénévolat, tu vois, qu'il y a de tous ces gens passionnés dans leur communauté, Bah, en tu fait, c'est vois. comme ça que ça marche dans le code aussi. Ça a toujours été comme ça. Et ça a Alors, toujours été comme ça. Dans ouais. tous les outils, c'est la communauté qui organise des événements, etc. Moi, ça me choque pas du tout. Bubble a un petit peu participé puisque voilà, ils ont envoyé du monde et ça nous faisait vachement plaisir. Puis on a eu des développeurs Bubble, 2 développeurs Bubble sous la main pendant toute la semaine, donc c'était très cool parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Donc moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec quelqu'un, mais la différence quand même dans le code, je trouve, c'est que dans le code, il y a beaucoup de choses open source, tu vois. C'est-à-dire que les langages, etc., c'est beaucoup de l'open source. Et donc, moi, c'est vrai qu'effectivement, là, ça me choque pas que les communautés autour de ces outils, tu vois, enfin, soient bénévoles. Là, honnêtement, je veux dire, ça me choque pas tant que ça non plus, tu vois. Et comme tu Mhm. dis, le fait qu'ils aient participé, qu'ils aient validé, tu vois, quelque part, parce qu'ils t'ont apporté aussi on va dire une validation, tu vois, c'est-à-dire que c'est devenu un événement officiel Bubble quelque part, le fait qu'ils y aillent, qu'ils le reconnaissent et tout, ça déjà c'est quand même intéressant. Le fait qu'ils aient payé aussi un caméraman, tu vois, mine de rien, ça, enfin, je trouve que avoir des belles images d'un événement, ça a un prix, enfin, Bien sûr, c'est un et budget. donc, et Après, j'ai envie de te dire, on ouais. est dans le même bateau en fait. Moi, j'ai tout intérêt à ce que Bubble perdure dans le temps. Donc, j'ai tout intérêt à contribuer à ce que Bubble aille plus loin, continue, résiste, ne meure pas. J'ai été Mhm. entrepreneur et je peux te dire que tu as 2 startups sur 100 qui réussissent. Donc, j'ai besoin que Bubble, moi, continue. Donc, si je peux faire des choses aussi pour qu'il continue, bah, moi, je le fais avec plaisir. Pour moi, on est vraiment dans le même bateau. Ouais, non mais c'est un bon point, tu vois, je veux dire, moi de la même manière, je suis très content que, tu vois, des gens nous donnent des coups de main en tant que contournement, des gens qu'on paye pas, qui Bien relaient sûr. nos infos, qui font des choses, donc
c'est sûr, hein, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Hein. Non, mais voilà, je poussais un peu la pensée, tu vois, parce Bien que c'est sûr. des choses aussi auxquelles on réfléchit. Parce que tu Et vois, quelque part, vas-y, je te laisse. non, c'était juste pour dire que quand même, ils ont senti que c'était quelque chose d'important, même pour eux, puisque on a eu Emmanuel Strachnov qui est venu quand même, qui s'est Ouais. déplacé expressément pour venir passer quelques heures avec nous à la Bubble House. Il était en France et puis il a pris un vol pour Barcelone. Il a refait de la bagnole pour venir jusqu'à Gérone. Il a passé quelques heures avec nous et puis il est reparti. Donc voilà, rien l'obligeait à le faire, mais il a fait et ça a fait plaisir à tout le monde. Alors déjà parce que c'était une grosse surprise en fait, on leur avait dit: «Ouais, on va avoir un membre du jury en Loom, un invité surprise». Alors bon, je sais qu'ils étaient là: «Ouais, bof, bon Emmanuel il va venir en Loom, cool, super, Mhm. ouais». Ça casse pas 4 pattes à un canard les petits doux et puis on les a tous mouillés dans la salle. On leur a dit: «Bon allez, on va faire la présentation de notre invité Loom qui arrive». Et en fait, il a débarqué dans la pièce, tu aurais vu les têtes, bon, tu auras la vidéo, mais c'était trop marrant parce qu'il s'y attendait franchement pas. On Bah, était j'ai vu peut-être des trop au vidéos. courant. Ah, tu en as vu, ouais. J'ai vu des Eh oui, vidéos sur Twitter et effectivement, déjà, ça se voyait la surprise des gens. Et ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça hyper cool, effectivement, qu'ils viennent. Parce que des fois, c'est vrai que je reconnais que je me pose un peu des questions sur Emmanuel. C'est à la fois quelqu'un que je trouve brillant et pour qui j'ai beaucoup de respect, notamment sur l'innovation, tu vois, qui est Bubble. À un moment, enfin, tu vois, vraiment, ils sont visionnaires, quoi, lui et Josh. Mais par contre, des fois, je le trouve quand même aussi très froid, très difficile à. Tu vois, il a un côté un peu pas très humain, quoi, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, qui des fois fait que c'est un peu difficile. Tu vois, j'ai un peu du mal à échanger avec lui. Et donc, des fois, tu vois, je me pose un peu des questions par rapport à comment il interagit avec la communauté. Et là, de le voir là, parce que notamment, un truc aussi qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'il est hyper gêné, quoi. eh oui, Et enfin, ouais, et c'est parce que moi je me mets à sa place, mais moi j'aurais été transi de, tu vois, quoi, t'as 40 personnes qui t'attendent, tu vois, qui sont, bien sûr. enfin, enfin, ça se voit. Enfin, quand je dis hyper gêné, c'est pas du tout Mmh. bon, mais ça se voit que ça fait des frissons, tu vois. Tu sens que tu passes un moment quand même, tu vois, t'as le regard sur toi. Et je pense que c'est quelqu'un qui est à la fois bon à l'aise en public et tout, mais qui est quand même assez, enfin, voilà, il y a ce Bah, côté un je peu pense social, un peu que difficile, quoi. commençant à le connaître, c'est juste quelqu'un qui est réservé, qui va pas faire preuve d'une expansion énorme. Mais je suis pas forcément d'accord avec toi. Il est super humain. Enfin, pour toutes les fois où j'ai pu discuter avec lui en privé, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de très humain et quelqu'un de comme tout le monde en fait. Voilà. Et c'est ça qui est très cool. Il est très accessible. Il est venu, il a mangé avec nous et ça s'est bien passé. Il a discuté, échangé un petit peu avec tout le monde. Il a pris le temps de discuter avec tout le monde. Il a joué au ping-pong. Enfin, il a bu des bières avec nous et c'était vraiment très très friendly, on va dire. Voilà, entre potes pour faire la traduction. Ouais, non, mais tu vois, l'image qu'on a des gens est pas toujours la bonne, hein, tu vois. C'est pour ça hein, que tu vois justement vraiment j'étais vraiment très agréablement surpris, tu vois, de le voir venir. Déjà juste le fait qu'il y a et tu vois a changé un peu mon idée du truc. Et là les interactions que tu dis qu'on voit, que j'ai vu aussi, j'ai vu des photos un petit peu. Et voilà, mais c'est vrai que tu vois moi quand je le croise dans des événements, des choses comme ça, il y a du monde, dit bonjour de loin, tu vois. Enfin je sais pas, moi je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu. Une semaine avant, je l'avais interviewé en podcast à Mhm. distance. Et tu sais, limite, j'avais l'impression qu'il savait pas qui j'étais, tu vois. Enfin, je sais pas comment Ouais. dire, tu sais, ça m'a fait un peu bizarre. Mais après, parce que tu vois, moi-même, je suis aussi très timide et assez réservé, tu vois. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu Mais du tu as mal. des Mais gens qui ont je- plus d'appétence que d'autres à se souvenir des gens. Moi, je me rappelle très peu des gens. J'ai vraiment du mal. C'est vraiment difficile pour moi de me rappeler des gens. Il faut vraiment que je les ai vus 3, 4, 5, 6 fois pour vraiment m'en rappeler. Et il y a des gens qui ont plus de facilité avec ça. Moi, j'avais un associé et il reconnaissait tout le monde au bout de 2 secondes, quoi. Je me rappelle, quand on faisait des événements, je lui envoyais des textos, je lui dis: «Qui me parle?» Et puis il me disait: «Bah, c'est telle personne, tu l'as rencontrée à tel endroit». Il savait, mais moi, je savais pas. Donc il y a peut-être aussi cet aspect où lui, il mémorise peut-être pas tout le monde et bien sûr, après, il croise des gens. Non, mais là, en l'occurrence, tu vois, c'était plus que. Bah, il m'a reconnu, tu vois, mais il m'a dit bonjour, tu vois. Mais ouais, c'était. Moi, je m'attendais à un échange, je sais pas, mais tu vois, c'est aussi mon attente bien qui est sûr. pas, tu vois, je veux dire, franchement, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire la même chose de moi, parce que tu vois, il y a Et des gens oui. qui m'ont dit bonjour à un moment où ça m'a surpris. Bon, maintenant, je commence à avoir l'habitude, tu vois, du fait de faire tous les meet-up, etc. Mais des fois où tu es un peu surpris, tu t'arrives pas à replacer la personne, tu vois, t'as aucun Mmh. mot qui sort, t'as pas,
et tu dis bonjour, et puis voilà, t'es un peu tétanisé et tout. Donc voilà. Non, mais c'est voilà. Enfin, moi, je veux pas faire de procès d'intention Non, mais à voilà, en tout cas, Emmanuel. c'est pour finir là-dessus, c'était vraiment très cool qu'ils viennent. T'es très content. Et les gens étaient super heureux qu'ils viennent et après qu'on soit rentré là d'Espagne, il y a eu pas mal de tweets notamment vraiment les gens étaient vraiment très heureux d'avoir passé cette semaine. On a créé un groupe Facebook, un groupe WhatsApp pardon, pendant la semaine pour pouvoir communiquer parce qu'au début on était sur Discord mais ça marchait pas. Donc petit conseil pour ceux qui veulent organiser, Mmh. n'hésitez pas à créer un groupe WhatsApp. Idée de Vincent, c'était très bien. Mmh. On est toujours en train de discuter dessus. Voilà. Enfin, quelques jours après, là, ça n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas de s'écrire. On est en train de prévoir un co-living pour le No Code Summit, là, en fait. Parce qu'ils veulent Ok. se revoir. Ils veulent absolument se revoir et ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Il y a des vraies amitiés qui se sont créées. Il y a des gens qui ont partagé des chambres, tu vois, qui se connaissaient pas. Parce que moi, j'ai créé les chambres en fonction homme-femme, Mmh. pays, machin. Mais du coup, voilà, il y a des vraies amitiés qui se sont nouées, je pense, et les gens ont envie que ça continue, quoi. Et comme je Mmh. disais à Emmanuel juste hier, on est tellement dans un monde digitalisé qu'à un moment donné, on a besoin aussi de se retrouver vraiment et de vivre ensemble et de se connaître et d'aller plus loin que juste je t'envoie un DM, tu m'envoies un DM, Mmh. on fait un Bah, call, même faire un call la personne quand tu vas la voir en face de toi et discuter avec elle et passer vraiment du temps avec elle, elle sera complètement différente. c'est clair, c'est clair. Tu vois, justement, d'ailleurs, enfin, je pense que comme tu disais au tout début, les interactions qu'on a des fois en ligne ou trop brièvement nous donnent des fausses images des gens, alors que quand tu as le temps de passer 1 heure, 2 heures ou plusieurs jours, d'échanger plusieurs fois, d'avoir différents types d'échanges, d'avoir différents types de discussions, ah, tu découvres les gens complètement différemment, quoi. Et franchement, je pense qu'on en a besoin. Enfin, moi, je supporte plus de faire des calls et tout, c'est clair. C'est vraiment donc c'est super. Est-ce que, alors, première question, est-ce qu'il y en aura une autre l'année prochaine? Alors, bah, déjà, il y aura une édition pour le No Code Summit. Ok. Voilà, donc on va faire un co-living pour le No Code Summit, À Paris, du coup? à Enfin, Paris. ou en banlieue, ou À est-ce que Paris. tu vas essayer de faire une grande maison? Parce qu'une grande maison dans Paris, c'est pas pareil que... Non, on va réserver une auberge jeunesse, figure-toi. Voilà. Ok, pas mal. Donc on aura des dortoirs, ce sera sympa, ça va être un peu ambiance colo, comme on était dans la villa, c'était ambiance Ouais. colo. Et effectivement, ben, il y a un petit projet de monter une petite assoce pour, formaliser ça, surtout sur la partie finance, en fait, parce que là, ce qui Ouais, bien posait sûr. problème, c'est que, bah, moi, j'ai réservé avec mes deniers, les gens m'envoyaient de l'argent à moi sur mon compte perso et à un moment donné, l'URSSAF, il va me dire, «Hop, hop, hop, qu'est-ce qui se passe?» Ouais, puis j'imagine que tu as dû avoir des gens qui t'ont demandé des factures, des trucs C'est comme ça, ça, il y avait enfin, aussi cet aspect-là. Donc là, on est en train de créer une petite association juste pour faire ça excellent. et du coup, on va essayer de surtout, formaliser le truc pour donner des espèces de bonnes pratiques, on va dire et un support, bah, sur Bubble, qu'on va développer sur Bubble, bien sûr, pour que les gens puissent organiser eux-mêmes un co-living et se servir de l'association comme support pour organiser ces co-living et donc l'an prochain, mon gros kiff serait de le faire à New York et que potentiellement les moments de coworking se passent dans les bureaux de Bubble. Voilà, donc ça c'est Ok. mon idée pour l'instant et on va voir comment ça va se profiler. Mais je pense que, en tout cas, les gens qui étaient au co-living m'ont dit: «Est-ce qu'on peut déjà te payer?» Voilà. Hmm. Bah, parce que j'imagine que, ouais, après, c'est le... Est-ce que là, il y a des gens qui ont pas pu venir? Tu sais, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu un nombre de passes limité et du coup, il y a des gens qui auraient voulu venir mais qui auraient pas pu? Alors, il y avait une waiting list qui a été écoulée puisqu'il y a eu une autre maison qui a été louée à proximité de notre maison, donc il y a des gens qui se sont rajoutés. Et puis il y avait des gens qui devaient venir qui n'ont pas pu parce qu'ils ont eu des Hmm. empêchements. Et puis, je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de gens sur Twitter, notamment, qui ont dit, bah, en fait, je regrette de pas m'être inscrit, quoi. Quand ils voyaient les photos, je pense qu'ils se Hmm. disaient: «Ah, j'ai raté le coche, j'aurais vraiment dû». Ils ont peut-être pas osé parce qu'ils me connaissaient pas, qu'ils avaient peur. Mais en fait, ils ont vraiment regretté. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient: «Ah, pourquoi je me suis pas inscrit? J'aurais dû Hmm. venir», voilà donc Ah, du coup, tu aurais eu des gens qui auraient pas pu venir, quoi. Parce qu'en fait, je te pose la question parce que du coup, là, j'imagine notamment à New York, bon, il y a la question de la place. Alors, il y a la technique, effectivement, de faire avec une auberge. Mais même dans les bureaux de Bubble, tu vois, il y aura pas non plus 40 Eh ben postes. si, Donc... si, figure-toi, Ah mais ouais, ils c'est sont vrai? tous en remote, donc a priori, de ce que j'ai compris, on va pouvoir venir, enfin, j'en dis pas plus, mais a priori, ce serait possible. Et Ok, d'ailleurs, excellent. ça ferait très plaisir à Emmanuel, ça remplirait un peu le bureau. Bon, pourquoi Ouais, pas. parce que j'avais vu dans une interview qui disait qu'il était un peu
qu'ils avaient pris des super bureaux pour que les gens viennent, que d'ailleurs, enfin, si les bureaux étaient pas super, les gens viendraient pas, et que même avec ça, c'était pas hyper, tout le monde ne venait pas, quoi. Voilà, donc ça c'est l'idée pour l'an prochain. Écoute, on verra comment ça Ça, comment à ça se mon avis, s'il prépare. y a 40 places, il y aura plus que 40 personnes qui voudront venir, hein. Eh Mais ben, bon, écoute, on verra bien. tant mieux. Enfin, En tout ça cas, en doit- termes d'ordre de grandeur, je pense qu'on était bien. Faut pas aller ouais. au-delà parce que Mm. après il y a d'autres personnes qui m'ont dit ouais, on pourrait le faire pour 100 personnes. Je suis pas sûr. Je pense que 30-40, Ouais. on était 35 en fait, 35-36. Et je pense que c'est la bonne mesure parce que tu as vraiment le temps de connaître tout le Mm. monde. Et ce qui était très cool, c'est qu'au hackathon, ils ont carrément, ils ont créé des apps pour qu'on se connaisse mieux, etc. Donc notamment, il y a eu 2 apps qui sont sorties du Killer. Je sais pas si tu connais le jeu de l'assassin. Ouais, carrément. Voilà, et donc du coup, on a créé le jeu de l'assassin sur Bubble pour que justement, quand il y ait des co-living, on puisse lancer l'assassin et que les gens se connaissent mieux parce que du coup, bah, tu as une personne à killer, entre guillemets, donc tu dois repérer qui c'est, essayer de créer du lien avec lui pour pouvoir l'emmener dans ta mission, etc. Donc voilà, donc je pense que on est sur le bon volume de personnes. Faut pas aller au-delà et on peut aller en dessous parce que je pense qu'il y aura des petits co-living qui se feront maintenant et c'est l'idée Mm. aussi de la plateforme qu'on veut créer pour que les gens puissent se faire des petits co-living. Ça, c'est super, cette idée de décentraliser en quelque sorte, et le fait que tout le monde puisse le faire, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, carrément. Et ouais, c'est marrant parce que tu vois, du coup, tu t'as pas du tout pris un chemin entrepreneurial quelque part avec cette idée-là, alors que ça pourrait être Bah, complètement. je vais te dire parce que je veux plus être entrepreneur en fait. Voilà, c'est Ok. surtout pour ça. Je ne veux plus le faire. Voilà, je sais ce que c'est, je sais la difficulté que ça représente, et je l'ai fait toute ma vie. J'ai perdu un peu des plumes, tant au point de vue financier que avec mes enfants ou voilà, et du coup, bah, j'ai plus envie de faire ça. Ça m'a un peu rincé, j'ai envie de te dire, même si Hmm. c'était génial, hein, parce que j'ai appris, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je regretterai jamais. Mais là, bon, j'ai 42 ans, je suis un peu rincé, 43 pardon, depuis quelques jours. Parce que en fait, le premier jour du co-living, c'était mon anniversaire. Donc c'était Ah plutôt ouais. cool, voilà. Et du coup, ben, j'ai plus envie d'entreprendre et j'ai plutôt envie de faire des choses pour la communauté bénévolement qui permettent que bah, les gens ils kiffent en fait. Parce que voilà, quand t'as 40 ans, t'as envie juste de kiffer, t'as pas envie de te prendre trop de choux, quoi. Enfin, moi en tout cas. Ouais, ouais. Non, moi je comprends, et c'est tout à ton honneur, et c'est très bien. Et tu vois, ma réflexion, elle est, enfin, moi je suis pas du tout convaincu que tout doit devenir un business, tu vois. Mm, Mais malheureusement, c'est un peu dans l'air du temps, tu vois, pour si tu regardes c'est clair. trop LinkedIn et Twitter, les gens, elles sont là en train de chercher une idée business au moindre truc, moindre problème, machin. Ah bah tiens, on pourrait faire une start-up, hein, un Et truc. oui, 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 je sais bien, mais tout n'est pas comme ça. Et c'est vrai que les gens voient des gens devenir riches, des Elon Musk, des Bill Gates, des Arnold Schwarzenegger, des Mhm. qui tu veux, mais c'est ces gens qui réussissent à leur niveau, c'est parce que ce sont des gens au-dessus des normes en fait, et qui se laissent pas de place pour eux-mêmes entre guillemets, et qui donnent 100 fois plus que toi et moi on pourrait donner en fait. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc tu peux entreprendre, tu peux faire un truc cool qui te permette de vivre, etc. Mais tu vas y laisser du plume, ça va pas être facile. Et c'est vrai que j'ai plus envie d'être sur ce sujet-là. J'ai envie de kiffer, d'être tranquille. Voilà. Non, mais c'est bien, tu vois, et quelque part, je trouve que, enfin, j'imagine que ça doit aussi, ça peut faire une relation plus saine aussi avec les éditeurs, quelque part. Il y a Oui, un peu peut-être, de ouais. Bien sûr, peut-être. ça, Mais en ça tout cas, normalise un vraiment, peu. Ouais. l'objectif concret, c'était qu'on se fasse plaisir et qu'on soit content de se retrouver tous. Et ça a marché. Ça, je suis vraiment contente de ça parce que on voit qu'ils ont adoré, ils avaient pas envie de se laisser. Les au revoir étaient très difficiles. Comme en colo, quoi, le Et dernier jour de la colo. ouais, ouais, c'était vraiment ambiance colo, c'était trop marrant, quoi. Parce qu'il y avait des chambrées, on a crié 3 à 4. Enfin, c'était vraiment très sympa, tu vois. Quand c'était l'heure du repas, je criais à table, tu vois. Donc c'était, c'était toute une ambiance. Donc j'ai hâte qu'on fasse le prochain. Et alors, une petite question, un peu, alors qui peut être au niveau de Bubble ou même plus généralement, tu vois, un petit peu, c'est quoi les différences que tu as un peu observé, ou tu vois des choses qui t'ont marqué peut-être sur le côté international, tu vois, parce que comme tu l'évoquais, hein, c'est vraiment génial, vous avez plein de nationalités. Est-ce que, au niveau zéro, hein, tu vois, là, ce que je veux dire, c'est est-ce que les gens utilisent différemment Bubble d'un pays à l'autre? Est-ce qu'ils ont des pratiques différentes? Est-ce que même dans le co-living, ils étaient différents, tu vois? Est-ce que un peu, il y a des choses là-dessus que tu as remarqué? Non, il n'y avait pas de pratique différente. On est vraiment tous pareils. La seule chose qui différenciait, c'était le niveau. Ok. Voilà. Il y avait vraiment des niveaux très du plus faible au plus élevé.
puisqu'on avait un bubbler, ça faisait 3 mois qu'il avait commencé. Ok. Et on avait des gens qui étaient super au taquet. Je pense à des gens comme Antonin Javel, voilà, qui a un niveau de ouf, ou Pablo Heredia. Mhm. Enfin, voilà, on avait des gens avec des très 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 gros niveaux. Et donc la Des gens seule qui différence, forment, il y avait des ouais, il y avait formateurs, des enfin, formateurs, il y avait Thibaut, Martito Otto, qui était venu avec quelques personnes donc de sa team. Et il y avait vraiment, voilà, la seule différence qu'il y avait entre nous tous, c'était le niveau. Et ce qui a été cool pendant le hackathon, c'est que du coup, bah, on a pu voir le niveau des autres vraiment, tu vois, dans le développement, parce qu'on a Mhm. développé main dans la main. Et du coup, c'était un peu fou, quoi. Moi, c'est là où j'ai découvert Antonin et ce qu'il savait faire. Et je dis, waouh, incroyable. Vincent aussi est très fort. On avait Philippe aussi, l'angle qui est d'Allemagne, qui a un super niveau aussi. Et du coup, c'est cool quoi, quand tu te retrouves à développer avec des gens comme ça, qui ont des très bons niveaux, tu dis waouh, génial. Et du coup, ce hackathon, juste pour revenir là-dessus, comment c'était organisé? C'était quoi l'idée? Est-ce que c'était, enfin, c'était par groupe, j'imagine? Est-ce qu'il y avait un thème? Alors donc, comme je disais, c'est Vincent Guittet qui a organisé Ouais. ça. Et la façon dont il l'a organisé, c'est il nous a d'abord fait sortir des idées d'app, en gros, quoi, enfin des thèmes. Moi, je suis pas une habituée du tout des hackathons, malgré que j'ai passé ma vie dans la tech. Ok. J'ai jamais fait de hackathon de ma vie, c'était mon premier, c'est bizarrement. Mm. Mais en tout cas, voilà, il a dit, bon, bah, on trouve des thèmes. Donc, on a fait au début sortir des thèmes. Et puis après, chacun devait donner des idées d'app. Et à la fin, on a voté pour les idées d'app. Et on a gardé, genre, les 5 6 idées qui avaient le plus de votes. Et puis, les gens se sont répartis en équipe selon les idées qu'il y avait. Donc, tu as eu différentes choses, dont un projet qui a été initié par Tassilo Vogel, a.k.a. Tass Plister, sur Twitter, qui est très connu et qui a créé une documentation API pour Bubble, l'API Connector. Donc, c'est un plugin dans Bubble qui permet de connecter à d'autres applications. Et donc, ce qui est marrant, c'est que dès le soir, ils ont mis leur truc avec un droit d'entrée, entre guillemets, à $1, et ils ont gagné $68. Donc, je sais pas combien d'inscrits. Ils ont eu 68 inscrits, après 100, 150. Le lendemain, ils étaient peut-être à 200 inscrits, je pense. Donc, c'était trop rigolo parce que en fait, les 2 premiers soirs ont été quand même dédiés à ce hackathon et les gens se mettaient dans des coins par groupe et puis ça bossait avec les ordi ouverts et puis il y avait des idées qui fusaient. C'était très, très, très cool. Très cool. Trop bien. Non, bah, écoute, c'est super, ça fait envie. Ça fait envie, tu vois. Nous, ça nous fait réfléchir, tu vois. Enfin, avec ce qu'on a fait à la No Code Week, c'était un angle un peu Ouais. différent, plus conférence, etc. Tu vois, mais enfin, il y a plein de manières de faire les choses et je trouve ça hyper enrichissant. Est-ce que Bah, moi, je suis open. Si vous ouais. avez envie qu'on organise un gros truc no-code, on réserve un village vacances, on fait venir tous les no-codeurs d'Europe et du monde, ça pourrait être super rigolo. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une conférence, voilà, on fait une grosse colo géante. Bah ouais, non, carrément. Ouais. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Du coup, ça allait être ma prochaine question. Mais justement, est-ce que je pense pas que tu devrais, toi, organiser ça pour d'autres outils, parce qu'on sent quand même le lien que tu as avec Bubble qui est assez fort. Qui est d'ailleurs, je trouve, un des trucs les plus impressionnants avec Bubble, c'est à quel point les bubblers ont un lien fort avec Bubble. Mais est-ce que t'aimerais, je sais pas, inspirer des gens à faire la même chose sur Webflow, à faire, tu vois? J'ai pas forcément envie d'inspirer qui que ce soit. Je pense que voilà, après si les gens peuvent dire OK, ça se fait et c'était une bonne idée et nous aussi on a envie de le faire, bah trop cool. Franchement, trop cool pour eux s'ils le font. Et je peux juste leur dire que ce sera une super expérience et qu'ils vont s'éclater. Voilà, et qu'ils le fassent quoi, parce que c'est un beau truc de vie en fait, de vie entre humains Mmh. dans la vraie vie. Les confs c'est bien, les salons c'est top. Franchement, c'est génial. Mais après, tu vas boire un coup, au mieux, tu vas manger un petit resto avec d'autres personnes. Mais le co-living, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un temps de vie. Et du coup, c'est vraiment une autre expérience. Ouais, non, je suis assez d'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. Non, mais je pense que, enfin, je sais pas, tu vois, moi, je réfléchis toujours. Parce que moi, ce que j'ai bien aimé, là, surtout dans tout ce que tu disais, c'était aussi ce côté international, tu vois, que je trouve assez chouette. Et, euh, et voilà, et moi, tu vois, j'aimais bien l'idée d'aller avec des Français à l'étranger. Sauf qu'à chaque fois, on a rencontré pas vraiment de gens localement, parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté no code partout. Et un des trucs d'ailleurs que j'ai remarqué, c'est que les gens le plus dans mes voyages en Europe et tout, ce que j'arrivais à trouver le plus facilement en général, c'était des bubblers. C'est-à-dire que ce qui est un peu partout, c'est Ouais. des bubblers, quoi.
Et après, il y a un peu d'autres outils, mais sous le côté un peu no-codeur, tu vois, des gens qui sont un peu de manière transverse et tout, un peu comme je peux l'être ou quoi. Mais ça, c'est assez difficile à trouver, quoi. Donc ça marche Oui, jamais je pense parce très qu'il y a bien. des outils variés. Alors que c'est vrai que Bubble, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cet outil. C'est que j'avais appris dans mon passé tech que la communauté est très importante dans un Mm. outil parce qu'une société sera jamais capable d'apporter vraiment le support dont tu as besoin et c'est la communauté qui va être capable de le faire. Et j'avais été voir le forum et j'avais vu que tu pouvais poser une question, 3 minutes après, tu avais des mecs qui répondaient. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est vers là qu'il faut aller parce qu'il y a une vraie commu. Et ça s'est révélé vrai, tu vois. Mm. J'ai une liste au moins de 150 personnes à suivre sur Twitter qui sont de Bubble et t'as d'autres personnes qui les suivent, ça discute beaucoup. Enfin, il y a une vraie interaction, il y a un vrai truc. Et ce qu'on a constaté aussi pendant cette semaine-là, que moi je ressentais déjà, c'est Bubble, c'est une passion en fait. C'est un truc, Mm. ça te prend, tu te mets dedans. Et en fait, tu as du mal à décrocher. Moi, il y a des fois, le soir, j'ai même pas envie d'aller me coucher. J'ai envie de continuer. Le matin, j'ai envie de me lever. Il y a des fois, je suis avec des potes ou des trucs comme ça, mais en fait, j'ai envie d'aller développer. Donc, c'est grave quand même, tu vois. Et en fait, et ce qui était rigolo, c'est on s'est rendu compte qu'on était tous comme ça. C'était vraiment obsessionnel, quoi. Et c'était marrant parce que le caméraman, qui est mon petit copain, par ailleurs, lui, bon, il me voit développer, etc. Mais là, il m'a dit, mais c'est ouf, quoi. Vous êtes tous pareils, en fait. Vous êtes tous à l'identique. Ouais, bah, peut-être ça l'a rassuré du coup un peu de voir que t'étais. C'était un truc il y a beaucoup de gens comme ça et que il y avait aussi un monde derrière, peut-être, enfin, rassuré dans le sens où au moins il a compris, il a vu un peu l'envers du décor, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et non, bah écoute, c'est hyper intéressant, franchement. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Moi, tu vois, tu vois, j'ai déjà en tête des gens que je me dis, bah, ils devraient faire la même chose sur Webflow, d'autres qui devraient faire la même chose sur Mm. Airtable, d'autres qui devraient faire la même chose sur. Parce que je trouve que le fait de se focus sur un outil, ça fait que c'est hyper fédérateur, quoi. Et que, alors, je pense que clairement, Bubble est l'outil no-code, en tout cas, qui a la communauté la plus forte et la plus liée. C'est peut-être aussi lié à l'outil, au fait qu'on peut tout faire dedans, etc. Mais bon, il y a des fans un peu des autres trucs, quoi. Enfin, des autres outils et c'est intéressant. On verra ce que l'avenir nous réserve. On verra, hein. Peut-être Ouais, que cet épisode, j'espère, inspirera des gens. En tout cas, moi, je trouve que ce que tu nous dis là est hyper inspirant et que des gens devraient l'adopter parce que voilà, c'est une bonne manière de faire, comme tu dis, de se rencontrer, passer du temps ensemble. carrément, Donc on on en a verra. besoin. On en reparlera en privé. On verra peut-être qu'on pourra imaginer Allez, ensemble avec plaisir. De toute faire quelque façon, chose. on va appeler l'association, on a trouvé le nom, ça va s'appeler No Code Living. Parce on veut pas utiliser le mot bubble parce que bon, il y a pas, il y a des enjeux derrière, donc on peut pas vraiment. Mais du coup, voilà, l'association, si elle peut servir à d'autres personnes, pourquoi pas. Ok, ouais, donc c'est quand même si ça vient de Bubble, etc., c'est potentiellement un peu agnostique de l'outil, quoi. Bah, en tout cas, moi, je me lancerai pas dans l'organisation d'événements pour d'autres outils, Ouais, ouais. mais si on peut faire une plateforme et une structure, on va dire, officielle, qui peut être utile à d'autres personnes, il faut que ça profite à tout le monde, hein. Voilà. Ouais, mais tu vois, je veux dire, là, juste, là, de toute façon, déjà, là, ce qu'on fait là, ou d'autres choses que tu pourrais faire, tu vois, c'est-à-dire de documenter comment tu l'as fait, Mmh. tu vois, de faire un peu un espèce de, Bien sûr. sans faire une recette magique, tu vois, mais tu vois, là, tout ce que tu as expliqué, bah, en fait, quelqu'un, en écoutant ça, peut dire, ok, bah, je peux réappliquer un peu la même recette, et puis voilà, enfin, Et d'ailleurs, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur Twitter, LinkedIn, Discord, Slack, ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'un feedback et que vous avez envie d'organiser un truc comme ça, bah, je prendrai le temps pour vous dire un petit peu les à faire, ne pas faire. bah d'ailleurs, est-ce que justement, alors je mettrai tous les liens hein, vers tes réseaux et tout dans les notes de l'émission, donc n'hésitez pas à regarder là-bas pour les gens qui écoutent. Mais juste pour finir, alors justement, peut-être un petit résumé des choses à faire et à pas faire, peut-être. Des choses à faire, à pas faire, bah, essayer de faire à manger pour 50 personnes, c'est Hmm. mort. Donc prenez un chef, il vaut mieux me poser un petit billet pour avoir quelqu'un qui sait gérer ça, plutôt que de le Juste faire vous-même. par curiosité, combien ça coûte à peu près, enfin, Là, le chef espagnol, il a coûté 340 € par jour, je crois. ok. Mais vu que les courses en Espagne, c'était que dalle, donc ça vaut carrément le coup parce que voilà, ça t'enlève toute cette prise de tête. Il allait faire les courses, il mettait la table, il préparait le repas, il débarrassait, il faisait la vaisselle.
Ah ouais, non, c'est Donc, génial. voilà, t'as pas à gérer ça avec les autres. Ah, toi tu l'as fait, toi tu l'as pas fait, c'est ton tour, c'est pas mon tour. Mhm. On a été faire juste les courses pour le petit déjeuner. On avait 7 caddies quand même, hein. Dans le magasin, les gens, ils nous regardaient, ils disaient, ils font quoi, ceux-là? Ouais, tu m'étonnes. On avait des caddies remplis d'œufs, d'eau, de lait, de café. C'était assez rigolo à voir, quoi. Ouais, Et voilà, ouais. do et don't, je sais pas. À faire, bah, soyez prévoyants parce que bah, tu peux pas organiser un truc comme ça pour 50 d'une semaine sur l'autre. Donc, je m'y suis pris un an à l'avance et c'est vrai que si tu dois prendre une location pour 30-40 personnes, si tu t'y prends pas 10-12 mois à l'avance, ça va vraiment être difficile. Sauf si vraiment tu vas au fin fond je sais pas, de la Lozère encore, je suis même pas sûr, maintenant c'est assez prisé. Mais voilà, sauf si tu vas au fin fond d'un pays de l'Est peut-être où personne ne va jamais, tu es obligé de t'y prendre quand même à l'avance pour réserver quelque chose et peut-être ouais, vérifier que le truc existe bien pour pas vous retrouver. Moi, c'était ma plus grosse peur, hein, c'était de me retrouver à 40 devant un portail où il y a rien et Ouais. d'avoir perdu 5 ou 6 000 balles de location, plus de devoir reloger tous ces gens. Ah ouais, oh, le stress. Ouais, Voilà, c'était ma grosse. Ça m'a empêché de dormir pendant pas mal de temps. Et heureusement que Vincent a pris sa bagnole et est allé faire un tour jusque là-bas et a tout vérifié parce que après j'ai mieux dormi quand même. J'étais ouais, plus ouais, ah tranquille. bah, je veux bien le croire. Ouais. Mais c'est vrai que la semaine précédente, même si on avait vu la maison, tout ça, j'étais quand même très stressé parce que voilà, je savais pas du tout comment ça allait se goupiller, etc. Donc je serais plus zen les fois prochaines. Mais là, j'avais un peu de stress, j'avoue. Ouais, non, mais c'est normal. Ouais, puis Voilà, et ouais. vérifier la connexion internet à l'avance. Hmm. Dans les doux, c'est je pense à faire, ouais, quand tu dois bosser comme ça, c'est super important, de Ça, c'est de d'ailleurs, faire je ça. trouve que ça, c'est un des avantages de faire dans un lieu type auberge de jeunesse, Eh etc. oui, C'est que là, tu as en général une infrastructure, quoi. bien sûr, mais là, parce qu'on était vraiment au milieu de la cambrouse, hein, on a fait peut-être, il y avait peut-être 2 ou 3 kilomètres de chemin de terre avant d'arriver à la maison, donc on était vraiment isolés, quoi. Mais Ouais. l'avantage, c'est qu'on a fait venir un DJ le samedi soir. Et qu'on Ok. pouvait, on s'est fait une soirée tranquille, quoi. C'était plutôt cool. Alors, mal choisi aussi, il y a Doux et Dante. Ne choisissez pas d'organiser la soirée DJ le soir où il y a le championnat de Champions League ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas foot, mais en Ouais. fait, personne m'avait dit. Et du coup, il y avait les trois gars qui étaient devant la télé en train de regarder le foot. Bon, Ah, voilà. Et donc, renseignez-vous sur les événements sportifs qui peuvent avoir lieu pendant votre co-living. ouais. D'ailleurs, j'ajouterais aussi, enfin, nous, on avait eu le problème là à Barcelone, c'est qu'on n'avait pas, comme on n'a pas d'enfants cette année, moi, on avait calé les dates pendant les vacances scolaires. Et en fait, c'était les vacances scolaires et en France et en Espagne. Et du coup, tous les billets étaient plus chers, Eh oui. tous les hébergements étaient plus chers. Et ça, on s'en est voulu. Nous, on a réservé longtemps à l'avance. Alors, on avait annoncé les dates et tout longtemps à l'avance pour que les gens, de toute façon, dans tous les cas, puissent réserver longtemps à l'avance. Mais ceux qui s'y sont pris un peu tard, comme nos amis de chez Auto, par exemple, bah, du coup, ils n'étaient pas dans Barcelone, quoi. Et oui, mais c'est vrai que ça, nous, enfin, moi, j'ai choisi des dates hors vacances scolaires parce que je sais que de toute façon, sinon, tout est plus cher et tout est plus compliqué. Puis les gens qui auraient eu des enfants, ils seraient pas venus. On a quand même pas Mm. mal de parents et qui seraient pas venus parce qu'ils auraient préféré profiter de leurs vacances. Voilà. Après, je me suis dit aussi, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui m'ont dit, est-ce qu'on peut venir avec les enfants? Là, c'était pas l'idée parce qu'on devait coworker, mais il y aura peut-être un jour une édition un peu family. Mm. En mode, voilà, peut-être sur un gros week-end de pont, bah, que chacun vienne avec ses petits et qu'on fasse un truc un peu plus familial, voilà, moins boulot, plus famille. Ça peut être aussi rigolo et sympa et humain. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, bah, écoute, déjà, je pense qu'on a quadrillé 2-3 trucs là, si ça pourrait éviter Yes, quelques déconvenus aux gens, je pense. carrément. Et bah, écoute, super. Merci beaucoup pour cet échange. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai Eh ben, je l'impression t'en comme ça prie. d'avoir un petit peu vécu, du Bon, coup, bah cool. Eh ben, il y a des le vidéos moment. qui vont pas tarder à sortir, donc comme ça, tu pourras voir comment ça s'est passé. C'était une super ambiance Et bah puis le lieu écoute, était top. j'ai hâte. D'ailleurs, même si jamais c'est sorti, enfin, je publierai l'épisode la semaine prochaine, donc si jamais c'est sorti, bah tu pourras m'envoyer le lien, je les mettrai dans les notes, et puis sinon, bah les gens le verront sur ton compte Twitter Yes, carrément. ou Bon, ailleurs. Mais ben, ça c'est super en tout cas d'avoir fait des vidéos. Ouais. je t'en prie. Écoute, je te dis à très bientôt, sûrement un prochain meet-up ou autre chose. Avec grand plaisir. Salut et puis à très bientôt, Sarah. Merci à toi. Ciao, ciao.
merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager, peut-être un petit peu de FOMO. Alors bon, si vous n'êtes pas un bubbleur ou une bubbleuse, peut-être que ça vous parlera moins. Néanmoins, voilà, l'expérience avait l'air super sympa. Bon, vous l'avez compris, hein, moi je trouve que tout le monde devrait organiser ce genre de choses. J'aime beaucoup le fait que Sarah soit aussi ouverte, qu'ils veulent faire une asso, que ça soit open, que ça soit pour inspirer aussi les gens à en faire. Enfin, voilà, moi en tout cas c'est un petit peu la manière dont je le vois, même si elle est concentrée sur l'organisation de la Bubble House. Mais voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à la contacter si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter moi aussi. Hein. Vous savez que nous, on a aussi notre projet avec Stan, plutôt de No Code Week, qui était aussi une No Code House à la base. On a plein de choses différentes. On cherche des gens avec qui on peut faire des trucs sympas. Voilà, hein, franchement. Vous avez compris, hein, je pense, ce mouvement no-code, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est avant tout des humains, des gens qui ont des parcours différents, et il y a plein de très belles rencontres à faire. Moi, c'est ça qui me plaît, au-delà de ce fil commun qui est chouette, d'avoir cette passion pour les outils no-code. Alors, sachant que les outils no-code, déjà, il y en a plein. Moi, finalement, je fais pas du tout de bubble, c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse. Néanmoins, j'aime rencontrer des bubbleurs, juste parce que j'aime rencontrer des gens tout court, finalement. Et donc, en fait, le fait d'avoir ce truc en commun, ce no-code, eh bien, ça nous unit et on peut rencontrer des gens exceptionnels. Enfin, ça, vraiment, je vous partage aussi mon expérience des No-Code House et des No-Code Week. Les profils de chacun étant aussi variés, ça crée des belles discussions, ça crée des bons moments de fun aussi. Hein. Franchement, on s'est bien marré, voilà. Mais bon, ça, pour le savoir, il faut venir. Voilà, écoutez, je fais pas plus long. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres épisodes cet été, mais on verra. J'ai eu une idée ou deux, mais je sais pas si j'aurai le temps, le courage. Mais peut-être qu'à la rentrée, j'essaierai quand même d'en faire un petit peu plus. Quand même, quelque part, ça me manque un peu. J'apprécie beaucoup ces échanges. C'est plutôt le temps qui me manque, mais j'ai pas envie de lâcher ce podcast, donc ne vous inquiétez pas. C'est le 110e épisode, c'est techniquement le premier de la saison 10, même si j'ai décidé que ça ne voulait plus rien dire, ces histoires de saison. Mais voilà, il y aura un épisode 111 à la rentrée. J'ai toujours cette idée de l'épisode en public. Voilà, donc ça sera pas le numéro 100, hein, ça c'est fini. On a fait un truc sympa pour le numéro 100 avec l'équipe du podcast de No Code France, de l'asso. Mais on verra. Après, je m'étais dit peut-être le 111, c'est un numéro qui est rigolo, ça pourrait faire un bon épisode en public. Mais voilà, en même temps, je sais pas, ça sera un numéro random peut-être, et puis c'est pas grave. Mais il y aura un épisode en public, surtout que j'ai trouvé le lieu aussi. Ça, c'est aussi quand même notable, parce que c'est ça qui me bloquait jusque-là. Donc voilà, il va y avoir des choses, il va se passer des choses. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On a je pense que la fin d'année va être assez chouette au niveau du no-code. Évidemment, il y aura le no-code summit. Et il y aura les 3 ans de No Code France. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, restez stay tuned, comme on dit en anglais. Restez branchés, restez à l'écoute. Et on vous donnera des nouvelles. Vous savez aussi, vous avez le Twitch de No Code France. Voilà. Et puis, comme on va faire une petite pause, je vais refaire mon petit gimmick habituel. N'hésitez pas à m'envoyer un petit emoji avec des lunettes de soleil ou un soleil. Voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, ça me fera très plaisir de savoir que vous avez écouté jusqu'au bout. Et puis moi, je vous souhaite un très bel été. Je vais glisser une petite page publicitaire c'est la toute fin, donc là il reste plus grand monde, mais n'empêche, je vais quand même le dire. On a aussi un petit cahier de vacances qui arrive chez Contournement, voilà, qui va sortir demain. Si vous écoutez ça dans la journée, eh bien vous aurez une exclusive, puisqu'on va l'annoncer demain, jeudi, donc 29 juin, dans notre newsletter. Mais voilà, je le lis, ça va être un petit cahier de vacances autour de l'IA, autour de la productivité, autour du no-code, évidemment, un peu le triptyque magique finalement pour une rentrée au top de la forme. Allez, à bientôt.